une conversation qui va se dérouler de 16h à 16h30. Lionel Sabaté, et voilà, Aurélie apparaît. Aurélie Volz, bonjour. Alors, j'accueille effectivement la matière et la matière dans la... Maintenant Aurélie Volz, directrice du musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, et Lionel Sabaté, qui est artiste, pour une conversation qui s'intitule « La voix de la matière ». Aurélie, vous voulez débuter cette conversation? La nature, puisque l'après-midi, je crois, y est consacré. Et je pense qu'on ne peut pas trouver meilleure définition même pour parler du travail de Lionel, puisque la nature, si on pense à certains loups, à certains oiseaux, à certains boucs, eh bien, ceux-ci sont emplis de matière, qu'ils soient d'ailleurs de matière de poussière, mais aussi de thé ou bien de cheveux, de poils, de peau. En tout cas, voilà, on sent que l'humain est finalement extrêmement présent. Et peut-être pour aborder un petit peu, pour démarrer cette discussion, au fond, tous ces animaux qui peuplent le travail de Lionel, eh bien, on s'aperçoit que souvent, ils sont plutôt à l'aise dans les espaces extérieurs. Moi, je pense aux licornes, par exemple, qui sont dans les parcs, à des poissons monstrueux qui peuvent sortir de marécages, notamment en Mayenne. Il y a aussi des crocodiles qui peuplent le jardin des plantes. Là, on voit une licorne, justement, qui est tout en haut d'une belle caravane, je pense à La Rochelle. Il y a des oiseaux donc, aux chants silencieux qui émanent des forêts et notamment de racines d'arbres. Et puis des chouettes géantes qui peuvent également peupler des cours intérieurs, des chouettes abris, dont tu nous parleras peut-être tout à l'heure. Et ce qui est étonnant, c'est la façon dont cette nature, qu'il s'agisse d'ailleurs d'arbres, d'animaux, de paysages, dont on va parler tout de suite, eh bien, elle rentre quand même dans le musée. Et à chaque fois, pour moi, c'est assez étonnant, cette façon d'arriver à faire rentrer toute cette nature dans un lieu neutre, en fait, dans un white cube, dans des architectures qui résistent. Et évidemment, le musée de Saint-Étienne Métropole eh ben, aide celle-ci, hein, puisqu'on a des très grandes nefs qui font plusieurs dizaines de mètres de long, presque 8 mètres de haut. Et donc, on est dans des quasi-cathédrales, en fait. Et c'est comment, en fait, c'est arriver à faire rentrer ces bouts de nature dans des architectures comme ça aussi blanches et aussi neutres. Donc, c'était une question que je voulais te poser, Lionel. Oui, alors bonjour Aurélie, bonjour à tous. Alors oui, c'est une très bonne question et d'autant plus intéressante dans mon cas, puisque c'est vrai que j'ai été souvent amené à intervenir plutôt dans des lieux, comme tu le rappelais, qui sont déjà des lieux de nature. Donc je pense aussi, récemment par exemple, j'ai fait une installation que j'ai travaillé sur place dans une grotte ornée qui se trouve à Bédéiac, en Ariège, donc une grotte qui est non seulement une formation géologique, mais qui est aussi le lieu de production artistique très très ancienne, puisque bien longtemps avant moi, des Magdaléniens, il y a 17 000 ans, étaient intervenus dans cette grotte. Et effectivement, dans ce cas-là, mon travail s'appuie plutôt sur les éléments existants, et il est en quelque sorte comme un à côté ou un ajout à ce qui existe déjà, et il est en interaction en fait avec ces éléments de nature, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais dans l'exposition qu'on va faire ensemble bientôt, c'est un tout autre contexte, puisqu'effectivement le lieu là est prévu déjà comme un écrin pour accueillir des pièces, et c'est un lieu voilà, c'est le White Cube, quoi, qui est un endroit qui est censé être neutre, qui est censé aussi faire la place aux œuvres. Donc les œuvres prendraient la place centrale, ce qui n'est pas quelque chose d'habituel dans mon travail. Et effectivement, comment, dans ce contexte-là, les éléments liés à la nature qui sont très présents dans mon travail vont exister. Alors, ils existent d'une manière très différente, c'est-à-dire que je pense que la nature, en fait, de la plupart des éléments que j'utilise
dans ce cadre-là, elle va prendre un caractère invasif. Invasif, c'est-à-dire, je vais prendre l'exemple d'un des matériaux qui serait par exemple la poussière. La poussière, c'est un élément qui habituellement qu'on pourchasse, quand habituellement on a envie de repousser hors des limites de ce type d'endroit. Et lorsque j'interviens par exemple avec de la poussière, voilà, c'est cet élément qui est rejeté, qui est repoussé, qui devient la place centrale. Et il y a dans ce cadre-là quelque chose qui peut parler de notre lien avec la nature, qui est un peu ce type de lien, c'est-à-dire nos villes ont repoussé la nature quelque part hors des villes. Et tout l'enjeu actuel, c'est d'essayer de renouer le lien avec la nature et de renouer, enfin de se rendre compte qu'en fait, la nature, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est une invention de séparation finalement, puisque la nature, c'est nous, on est dedans en fait. Alors, c'est une commodité d'en parler en utilisant le mot nature, mais c'est. Et je crois que mon travail dans le cadre d'un lieu comme le musée va œuvrer dans ce sens-là. Donc, je pensais à la poussière, je pense aussi à des éléments tels que la rouille, qui sont des éléments invasifs habituellement, et qui sont des aspects de la nature ou de transformation naturelle de la matière que l'on peut avoir envie de contrôler ou de repousser par moment. Je pense aussi à des constructions en ciment que tu as pu évoquer, qui ont pu prendre place dans des lieux extérieurs habituellement et qui là seront comme peut-être des protubérances quoi, ou des transformations finalement des éléments du bâtiment, puisque là, le ciment, le fer à béton, qui sont les éléments de construction, pourraient, lorsque je les utilise, prendre un aspect plus géologique, voire végétal, voire parfois, en tout cas, parfois organique, et en tout cas qui serait de l'ordre de quelque chose qui fait peut-être la nature, qui est sa volonté comme ça de croître finalement, et qui est la force de vie et la force de croissance. Et j'espère que ces petits éléments invasifs, en un sens, et ben, qui portent cette force de vie, quoi. Donc Oui. c'est dans ce sens-là que je pense que la nature peut intervenir dans le cadre du musée. Et d'ailleurs, moi, je voulais aussi te demander, Aurélie, toi, la, dans le cadre de ton rapport à la nature, dans le cadre de ta programmation, tout ça, comment tu pourrais en parler, comment il se met en place en fait dans ta programmation? Alors, c'est sûr que la nature, en fait, a souvent fait partie des expositions que j'ai pu monter. Donc, alors peut-être que si je peux en citer une ou deux, je pense surtout à celle que j'ai pu mettre en place en 2006. Et c'était une exposition qui avait lieu à la Galerie des Multiples, qui était plutôt du côté de la rue de Montmorency à l'époque, avant même qu'elle déménage. Et donc, sur une invitation de Mathieu Mercier, il m'avait dit, ben, qu'est-ce que tu souhaites faire en matière d'exposition avec des multiples d'artistes? Et je me suis dit, ben voilà, le multiple que je choisis, eh bien, ce sont des plantes. Et je vais demander à des artistes de créer des œuvres à partir de multiples de plantes. Donc, c'était assez, enfin voilà, un peu un défi que je m'étais lancé. Et bien comme ça, la galerie s'est transformée en jungle avec des œuvres de Guyane Panchal, de Marie Denis, de Edith Oderbols, de Guillaume Leblond, qui permettaient finalement, en achetant plusieurs éléments, plusieurs plantes de la même espèce, avec la possibilité de reproduire l'œuvre selon une édition limitée. Mais pour moi, c'était extrêmement important à un moment donné de faire quelque part parler ces plantes, puisque l'exposition s'appelait Last Blumensprechen et qui était en fait une formule de Joseph Beuys qui en fait disait laissez parler les plantes. Et c'était une sorte d'hommage finalement à Joseph Beuys, qui est un artiste extrêmement important pour moi. Donc ça, c'était un peu la première relation quasi botanique à une exposition, mais il y a eu d'autres interventions d'artistes que j'ai souhaité aussi mettre en avant, comme il y a le travail de Roger Péris également, qui a eu une exposition personnelle en 2012, notamment à Montbéliard.
où là, on était plutôt sur un rapport à la collection d'histoire naturelle, en fait, de notre collection d'histoire naturelle à l'époque. Et ça m'intéressait de voir un artiste contemporain s'emparer d'une collection d'histoire naturelle. Et puis, plus récemment, Guyane Panchal, qui aussi a eu un intérêt particulier à la nature, mais plutôt à la nature domestiquée. Alors là, j'ai envie de dire qu'on se rapproche davantage de ce que, peut-être de ta vision des choses, et notamment enfin, c'était plutôt un questionnement sur un environnement rural, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'il voit dans sa nature domestiquée, voilà, plutôt des objets dont il va s'emparer, qui sont issus soit du domaine de l'élevage, soit du domaine de l'agriculture, soit de la culture intensive, soit une histoire d'introduction d'espèces un peu invasives. Voilà, donc on avait toute une exposition avec des éléments qui venaient finalement peupler l'exposition, qu'il s'agisse d'ailleurs de ruches ou bien de cuillères qui servent normalement à nourrir, de cuillères à grains, hein, donc pour les animaux, ou bien, je ne sais pas, de grandes cuves à grains qu'il avait totalement transformées en sculpture. Donc c'était déjà une approche de cette nature qui est la nature qu'on veut bien voir, enfin, par nos yeux et par notre définition, qui est une nature tout à fait domestiquée. Et puis voilà, effectivement, maintenant, c'est à nous de travailler ensemble pour cette exposition qui aura lieu donc au mois de juin, voilà, 2021, et qui peut-être s'appellera Éclosion, on ne sait pas encore, et qui aura lieu au musée. Et c'est donc ta première exposition. Et ce qui est important, c'est de se dire, bah, tiens, c'est quoi l'entrée de l'expo? Oui, Eh ben, alors oui. c'est un arbre, en fait. C'est ça, j'aime beaucoup cette idée d'arriver et d'entrer dans l'exposition et de découvrir un arbre que tu as choisi, et notamment dans le périmètre du territoire, parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est de pouvoir travailler avec le territoire. Et notamment, alors contrairement à l'image qu'on voit ici, où l'on voit un olivier de l'hiver 54, si je ne me trompe pas, eh bien, il s'agira d'un châtaignier que tu as choisi à Saint-Étienne, et puis qui m'intéresse parce qu'il a été choisi parce qu'il devait de toute façon se voir abattu. Hein, il était malade, ce châtaignier. Et donc, l'idée, ça a été de le récupérer et quelque part de le sauver, puisque tu vas le refleurir à partir de petites fleurs réalisées en pot. Et donc, j'aurais aimé en fait que tu nous racontes en quoi finalement cet arbre qui est mort, en fait, je crois, de fait d'une bactérie et finalement d'un environnement défaillant, au fond, et savoir en quoi tout cela en fait pouvait influer sur ton travail. Oui, alors cette pièce fait partie d'un ensemble de pièces que je réalise depuis quelques années qui s'appelle Printemps. Ce Oui, sont des printemps dont notre arbre, pour l'exposition de Saint-Étienne, qui va être installé dans le hall du musée, il va s'appeler Printemps 2021. ouais. Et comme tu le disais, donc c'est un arbre qu'on a trouvé ensemble en fait sur le territoire, et qui est un arbre qui a, pour moi c'est très important qu'il soit lié au territoire, parce qu'un arbre c'est quand même un élément de la nature qui est symboliquement très fort, parce que c'est le lien entre le sol et le ciel. Et les arbres font toujours partie comme ça de l'histoire des gens par le fait aussi de leur longévité, quoi. Ce sont des créatures qui vivent beaucoup plus longtemps que nous, donc elles ont un rapport au temps différent, et elles sont aussi quelque part originelles, puisque ce sont les plantes qui produisent de l'oxygène et qu'elles sont antérieures aux créatures comme nous qui sommes des animaux. Et, et donc cet arbre, moi je l'aime beaucoup parce qu'on l'a trouvé dans un endroit qui est le château de la Perrotière, qui est un endroit très connu des Stéphanois, puisque en fait la plupart des jeunes Stéphanois vont faire des classes vertes dans cet endroit, et donc ils savent qu'il y a des châtaigniers dans cet endroit, et ce sont des arbres qui sont connus, donc qui sont au carrefour aussi comme ça de quelque chose qui est lié à l'éducation, qui est parfois lié à un premier contact avec la nature pour certains enfants. Et je trouvais que c'était très juste que cet arbre-là puisse
faire partie de l'exposition et puisse avoir une place comme ça centrale et en tout cas d'ouverture. Alors moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est ça, c'est cette association entre deux éléments. Alors pour vous décrire ce que ça va être, cette pièce, c'est un arbre donc qui est mort et qui va être fleuri avec des peaux mortes humaines, qui sont des peaux que je récupère chez des podologues et des manucures. Donc ce sont des peaux de pied qui sont, en premier lieu un déchet, quelque chose que l'on considère comme vraiment repoussant, mais qui est quelque chose, moi la peau morte et la peau de pied qui peut être aussi vue comme quelque chose de très beau, parce que formellement c'est très beau une fois que c'est utilisé comme une pétale. C'est un matériau qui est translucide, qui formellement est très beau. Et puis dans l'idée, c'est quelque chose qui est beau, puisque dans l'idée, c'est quand même la peau qui est en contact avec le sol en permanence. C'est la peau comme ça, de milliers de citadins, puisque la plupart des peaux viennent de Saint-Étienne. Et c'est le contact avec le sol, le contact avec la terre, qui devient, en s'associant à cet arbre, qui deviennent pétales et qui deviennent fleurs et qui deviennent éclosions et qui deviennent comme ça l'idée d'un cycle fusionnel avec cet arbre. Et c'est quelque chose que je trouve poétique, que je trouve aussi qui fait sens dans l'idée aussi de la manière dont on traite comme ça les éléments qui composent la nature et dans la manière dont on peut leur attribuer des valeurs positives ou négatives. Je pense particulièrement effectivement à la peau morte là, qui passe, je le souhaite en tout cas, dans cette œuvre du statut de déchet repoussant et infect à celui de pétale gracieuse. Oui, et de sublimation. Oui, exactement. Et donc, c'est ces choses-là qui m'intéressent dans cette pièce. C'est aussi l'idée de soin. Les peaux sont le résultat de soins réalisés par les pédicures, les podologues sur les gens, donc des soins et sur la marche. Et puis, cet arbre, on l'a récupéré grâce à Monsieur Thibaudet qui s'occupe de soigner les forêts quelque part. C'est quelqu'un de l'ONF comme ça qui nous a dirigés vers cet arbre. Et lui, son rôle, c'est comme ça, c'est de soigner les forêts qui sont effectivement en ce moment fragilisées principalement par la sécheresse et qui du coup deviennent très fragiles. Cet arbre, il est mort, comme tu le disais, de l'attaque d'une bactérie, mais cette bactérie a pu avoir raison de lui parce que cet arbre était fragilisé par l'absence d'eau. En fait, les châtaigniers sont les premiers à souffrir dans les forêts autour de Saint-Étienne, les premiers à souffrir du manque d'eau, et on a eu une année extrêmement aride qui, donc, du coup, a fragilisé ces arbres. Donc, en fait, cet arbre, il est un peu comme ça au carrefour de l'histoire, d'histoire au long cours, d'histoire qui est celle de cet arbre et puis de l'histoire aussi de la ville, et puis aussi de ses habitants, de certains des habitants qui pourront peut-être se dire, mais en fait, il y a peut-être une de mes peaux dans cet arbre, puisque je peux éventuellement faire partie des gens qui ont participé à cette récolte. Donc voilà en gros quels sont les ressorts en fait de cette œuvre. Je reviens sur un peu ma question, du coup, puisque tu sauves d'une certaine manière cet arbre, que tu lui redonnes vie à partir de fleurs que tu construis, tu le refleuris, donc on est sur une nouvelle floraison à nouveau. Est-ce que cet aspect justement environnemental défaillant, on vient de parler de sécheresse, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi, ou est-ce que tu conçois finalement ton travail avec une forme de critique, avec une forme d'engagement politique, écologique à travers ce type d'œuvre? Oui, alors oui. Tu m'avais parlé très justement une fois du rapport entre la biologie et l'écologie. Est-ce que mon travail était plutôt du côté biologique ou plutôt du côté écologique? Et je crois que c'était assez judicieux de voir aussi les choses comme ça, puisque l'écologie, en fait, c'est la maison, quoi. C'est comment les choses cohabitent ensemble dans l'environnement, quoi. Et la biologie, c'est juste se poser la question de qu'est-ce qui est vivant, comment déterminer ce qui est vivant quelque part et comment étudier ce vivant. Et moi, je suis plutôt, si on parle de ça, plutôt du côté de la biologie, quoi. Mais effectivement,
l'écologie est de ce fait importante pour moi, puisque une fois qu'on a déterminé qu'est-ce qui nous intéresse dans le fait d'être dans la définition du vivant, enfin, ou dans le rapport qu'on peut entretenir avec le vivant, ben, il y a après comment tout cela se coordonne. Donc, effectivement, moi, j'ai fortement, personnellement, une, une inclinaison à être très sensible aux problèmes de l'environnement. Et dans mon travail, ça transparaît, mais plutôt dans un second temps. Et, et moi, je suis plutôt dans une pratique, plutôt que dans une logique comme biologie, écologie, je suis plutôt dans une pratique, dans une éco-pratique ou d'une biopratique qui serait de l'ordre d'un symbole d'imitation du vivant et d'imitation des ressorts de ce que serait pour moi le vivant. Et dans peut-être, je crois, une extension de ce que serait la définition du vivant par rapport justement à la définition biologique classique en Occident, et dans une définition du vivant qui est en résonance avec la matière qu'on considère comme inanimée, mais qui est résonante pour moi, résonante de sens et de capacité à communiquer. Et je crois que l'attention à la matière se rapproche de l'attention au vivant. Et alors, je crois que ça a aussi une incidence politique, là, ce que je suis en train de dire, puisque c'est la notion de prendre soin, en fait, et de porter attention aux choses matérielles, et qui fait que peut-être ça aurait une incidence sur un monde matérialiste comme le nôtre, matérialiste dans le sens complètement consumériste, alors que la matière est beaucoup plus sensible que, à mon sens, que, que lorsqu'elle est dans une utilisation comme ça de masse, où les objets perdent finalement leur valeur en voulant en gagner à tout prix, quoi, quelque part. Et donc voilà, c'est plutôt voilà, dans ce sens, oui, effectivement, il y a un lien politique. Une pièce comme cet arbre peut être lue de manière évidemment très politique, pas particulièrement cette pièce-là. Alors, c'est impossible de citer tous les animaux du bestiaire, hein, mais on peut passer, qu'on soit d'ailleurs dans les dessins, dans les aquarelles, dans les sculptures. On parlait de loups en poussière, de boucantés, de chouettes, de poussins, de gazelles, de lions. Mais en fait, en regardant un peu tout ça, si on fait j'ai envie de dire le décompte, on sent que l'oiseau est finalement l'animal le plus présent dans ton travail. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Oui, alors c'est vrai, on voit que tu as bien regardé le bestiaire, et effectivement, les oiseaux, alors non seulement ils sont les plus présents, mais en plus ils glissent de série en série, de médium en médium, ils peuvent être sculptures, ils peuvent être en poussière, ils peuvent être comme ici en bronze, ils peuvent être sur papier, sous forme de traces oxydées. Les oiseaux glissent, ils me fascinent, ils peuvent être ici comme là, entre le poussin et l'œuf au plat, c'est-à-dire entre l'état d'œuf prêt à être consommé, ou enfin la sortie de coquille en quelque sorte, l'oiseau prêt à éclore. Et l'oiseau, alors moi il me fascine parce qu'il me fascine parce que c'est un survivant, l'oiseau. C'est le survivant d'une époque révolue, c'est le survivant de l'époque des dinosaures. Ce sont les descendants des dinosaures, les oiseaux, et c'est à nouveau très lié, par exemple, à ce que a pu vivre cet arbre. C'est une catastrophe qui a fait que tous ces grands animaux comme ça qui dominaient le monde, enfin qui peuplaient la planète, ont disparu. Pratiquement tous, sauf certains qui ont survécu, qui sont les oiseaux, et qui ont réussi à survivre et à coloniser en fait l'espace qui était laissé vacant par les mammifères, qui était l'espace aérien. Et j'adore cette histoire des oiseaux, moi, qui sont des dinosaures disparus et qui ont colonisé le ciel. Et évidemment que ce sont des animaux fascinants pour l'humain, pour plein de raisons. Pour ces raisons que je viens d'énoncer, aussi pour leur capacité à voler, et pour leur capacité physique extraordinaire. Quoi. Je me rappellerai toujours d'un témoignage d'un alpiniste qui est un des premiers à avoir conquis le sommet de la Terre, là, sur l'Himalaya, l'Everest. Il arrive et il pose son drapeau, et là, il entend loin, loin au-dessus de lui un vol d'oies sauvages comme ça qui est en train de passer tranquillement très loin au-dessus du sommet de la Terre. Et
Et ça en dit long en fait sur les capacités de ces animaux comme ça qui peuvent traverser bien longtemps avant nous, qui peuvent traverser les continents, et qui ont aussi des capacités. Moi, ce que j'adore aussi, c'est l'oiseau, c'est que c'est l'autre. C'est un système nerveux tellement différent de celui des mammifères et tellement différent du nôtre. J'ai pu côtoyer des oiseaux de près puisque j'ai vécu moi là avec un pigeon pendant plusieurs années et j'ai pu voir à quel point il avait une manière d'appréhender le réel qui est tellement différente de la nôtre. Et ça, c'est un enrichissement formidable, quoi. Ces créatures qui sont aussi adaptées, aussi efficaces et aussi merveilleuses formellement aussi, et de voir à quel point elles ont comme ça un rapport au monde tellement différent du nôtre, c'est une richesse phénoménale, quoi. Et donc l'oiseau me fascine beaucoup pour ça, il me fascine par sa capacité d'envol aussi. Là on voit l'image d'un oiseau qui est réalisé en poussière, donc qui est aussi lié à quand on le voit, on pense aux tragédies des oiseaux comme ça mazoutés. Et on pense aussi que c'est un oiseau qui est réalisé avec de la poussière, qui est une poussière qui provient du métro parisien, donc qui est une poussière constituée de matières humaines et de milliers d'humains rassemblés comme ça par leurs cheveux, par les traces de leur passage dans ces couloirs du métro. Et cet oiseau, comme ça, il est quelque part aussi l'humanité qui tente peut-être de décoller, mais en tout cas de ne pas couler là, dans ce cas-là. Et voilà, l'oiseau est tellement riche de possibilités comme ça à dire des choses. Et effectivement, c'est... Alors, il est déjà 16h25, ça passe Ah, super vite. oui, oui. Et alors, tu as beaucoup collaboré avec cet écrivain-là, Éric Chevillard, hein, qui en plus nous a fait le plaisir d'écrire un texte pour le prochain catalogue de l'exposition. Et c'est intéressant la façon dont vous percevez chacun à votre niveau ce monde animal. Et tu dis d'ailleurs que vous partagez cette capacité à faire parler les animaux, c'est-à-dire que c'est même littéral avec l'ouvrage, même que Éric Chevillard a publié cette année, hein, qui s'appelle Zoologique, avec des très beaux dessins d'ailleurs de Philippe Favier. Et de ton côté, on voit les attitudes absolument expressives de ces animaux qui semblent également parler. Donc, peut-être que tu peux nous en dire plus et peut-être dire aussi, tu disais les animaux c'est l'autre, est-ce que c'est pas aussi les animaux c'est aussi toi, non? Effectivement, c'est le rapport à l'autre et le rapport à l'autre qui nous définit, quoi, en fait. Effectivement, on ne peut finalement exprimer que soi-même, quelque part. Et effectivement, alors Eric, lui, oui, les animaux ont une part importante dans son travail aussi parce que, en fait, c'est tout ça, on le partage aussi, c'est tout son environnement proche qui peut comme ça faire littérature dans son cas, et dans mon cas qui peut faire tentative, en tout cas de faire œuvre. Et effectivement, les animaux ont une grosse part. Alors là, on voit une pièce à l'image qui est très parlante dans ce cas-là, justement, puisqu'elle s'appelle, ça fait partie d'une série qui s'appelle Chants silencieux, les chants silencieux. Donc, ce sont des créatures que j'ai fait émerger de souches d'arbres comme ça et qui sont réalisées avec des soudures comme ça de petites pièces de monnaie de 1 centime. Et donc, c'était pour moi une association entre ces arbres morts de la tempête de 99. C'était des grands chênes que j'ai récupérés dans la Meuse, euh, avec Vent des forêts, qui est une association comme ça qui montre des œuvres dans la forêt meusienne. Et donc, j'avais récupéré ces souches d'arbres et qui sont morts l'année où dans cette forêt marquée par la guerre, et qui sont mortes l'année où finalement est apparu l'euro et une tentative comme ça de créer une monnaie commune entre tous ces pays qui se sont fait la guerre dans cette forêt et qui est encore marquée par des tranchées comme ça, des traces d'obus. Et donc ces créatures, les chants silencieux, mon intention, quand je les faisais, c'était pas évident puisque c'est des matériaux qui sont très comme des petites constructions, la pièce de monnaie, c'est comme un petit module et je voulais qu'on les entende chanter en fait. Je voudrais qu'on les entende faire un son, produire un son. Et le son des animaux, la tentative de communication des animaux, c'est ça aussi. Et c'est pareil pour une œuvre d'art, en tout cas pour une sculpture, dans la manière dont je l'ai fait, elles sont silencieuses, mais j'ai envie
qu'on puisse presque entendre le son qu'elle pourrait produire. Et les animaux ont ça aussi, parce que les animaux communiquent énormément et on n'a pas les clés en fait de leur communication. On est obligé de faire l'effort de déplacement de nos propres habitudes de communication. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est ce pas de côté entre les sens, entre les modalités comme ça de perception du réel. Et ça, c'est Désolée. l'animal. Oui. Merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup Michel d'être venu. On vous dit au mois de juin de l'année prochaine, hein, et tous à Saint-Étienne. Merci.